Bonjour Luc Julia et merci d'avoir accepté cette interview. Alors nous allons bientôt nous revoir au salon IA Paris 2019. Et en attendant, on va revenir sur le sujet qui est au centre de votre livre, qui est paru récemment. L'intelligence artificielle n'existe pas. Et on va se focaliser sur quelque chose qui est un peu mystérieux pour nos auditeurs, qui s'appelle le deep learning. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça fonctionne et ce que c'est? Alors, il faut faire un peu d'histoire pour expliquer comment ça marche. C'est-à-dire qu'il faut essayer de comprendre ce que c'est et comment c'est venu dans l'histoire de l'intelligence artificielle. Alors, dans les 60 dernières années, hein, où il y a l'intelligence artificielle, on a commencé par essayer de modéliser le cerveau. On a commencé par ça, en fait. Alors, on s'apercevant bien vite dans les années 50 que c'était très très compliqué et qu'on n'y arrivait pas bien. Donc on est passé dans quelque chose qui s'est appelé les systèmes experts. Et puis après, on est arrivé dans quelque chose qui s'appelait les réseaux de neurones. Et les réseaux de neurones, c'est aussi ce qu'on appelle le machine learning, le début du machine learning. Ça a commencé vraiment à marcher, disons, dans les années 80. Et puis dans les années 2000, on a fait une évolution de ce machine learning vers ce qui s'appelle maintenant le deep learning, qui sont une évolution de ces réseaux de neurones. Donc, bon, pour Mhm. expliquer un peu comment ça marche à un niveau à un niveau un peu plus précis, en gros, les réseaux de neurones, c'est quoi? Les réseaux de neurones, c'est euh, une approximation statistique d'un problème, quel qu'il soit. Donc, euh, on a des données, beaucoup, beaucoup de données. C'est pour ça d'ailleurs que le machine learning et le deep learning se sont développés beaucoup après l'apparition d'Internet, parce que sur Internet, il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de données. D'accord. Donc, ça a été le déclic, ce qu'on appelle aussi le big data aujourd'hui. Ça a été un gros déclic pour ces sciences qui sont le machine learning et le deep learning. Donc, le machine learning, en gros, on prend des données et puis on les labellise, c'est-à-dire qu'on leur donne des labels, des étiquettes, pour dire cette donnée-là, c'est les paramètres qui la décrivent le mieux, c'est ça, ça, ça et ça. D'accord. Donc on a ce qu'on appelle les data scientists qui vont regarder ces données, qui vont les labelliser, qui vont leur donner des paramètres, qui vont leur trouver des caractéristiques donc pour trouver ces paramètres, et on va annoter ces données et on va faire passer des méthodes statistiques là-dessus pour dire eh ben, ce, ce, euh, ce problème-là, il est décrit avec des données comme ça, et puis on crée ce qui s'appelle un modèle qui va faire que la prochaine fois qu'on voit un problème qui est similaire, ça va matcher plus ou moins le modèle qu'on a créé. D'accord. Mhm. Donc ça, c'est le machine learning. Le deep Mhm. learning, c'est très très similaire, mais avec une étape de moins ou une étape de plus, ça dépend comment on veut voir ça. L'étape de moins, ça va être qu'on n'a plus besoin de labelliser les données. Les données vont se labelliser toutes seules. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en gros, euh, on va donner un système qui va trouver ses propres paramètres. Les paramètres dont je parlais tout à l'heure, qui étaient des paramètres qui étaient donnés par ces scientifiques, par ces data scientists qui définissaient donc le problème. Et là, cette fois-ci, on va donner plein de data à la machine, et la machine va organiser les data de façon à trouver elle-même des paramètres en les organisant en plusieurs couches de neurones. On parlait tout à l'heure du Mhm. réseau de neurones. En général, il n'y avait qu'une ou deux couches dans les réseaux de neurones du machine learning. Là, maintenant, il va y avoir plein de couches parce que on va laisser les paramètres se créer tout seuls sur plein de couches différentes. Et donc, quand nous, humains, on va regarder les paramètres qui ont été trouvés par la machine pour décrire un problème, on va pas forcément comprendre très bien, on va d'ailleurs en général pas comprendre du tout la logique dans ces paramètres-là. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas l'expliquer, on peut revenir plus tard sur l'explicabilité ou l'inexplicabilité des réseaux de neurones, mais ça veut dire simplement que les calculs mathématiques qui sont faits pour trouver automatiquement en quelque sorte ces labels, ces étiquettes, ils n'ont pas forcément une logique humaine, puisque effectivement il n'y a plus d'humain dans la loupe, dans la boucle à ce moment-là. D'accord. Mhm. Donc voilà, la grosse différence avec le deep learning, c'est que maintenant on va avoir donc effectivement énormément de data, et que ces data, on va les laisser s'organiser toutes seules sur des couches de neurones et de nombre de neurones beaucoup plus importants que ce qu'on faisait dans le machine learning. Et J'espère que ça explique un peu. ce sont des systèmes qui peuvent aussi progressivement s'améliorer, améliorer leur modèle avec En fait, l'accumulation de données.
Ouais, là, et sans l'intervention d'humain, dans le sens où chaque fois qu'on rajoute de la data, bah, les paramètres qui sont calculés automatiquement sont effectivement updatés en conséquence. Alors, c'est une technologie qui a l'air assez sophistiquée. C'est pourtant une technologie qui est déjà utilisée aujourd'hui, je suppose. On doit trouver des exemples peut-être dans certaines applications qu'on utilise quotidiennement. Oui, alors l'application, ce sur quoi ça a très bien marché dès le début, dans les années, mais le milieu des années 2000, disons, quand c'est vraiment arrivé, et puis vraiment ça a explosé dans les années 2010. Bah, la première application, c'était la reconnaissance d'image. D'accord. Mhm. Donc c'est quoi? Bah, c'est on met une image, on donne une image à manger à l'ordinateur, et l'ordinateur va la classifier et va dire bah, c'est un chat, c'est un chien, c'est une vache, etc. Donc ça marche très très bien pour ça. Ça marchait très très bien déjà avec le machine learning, mais ça marche encore mieux avec du deep learning parce que on peut avoir beaucoup d'images de chats, de chiens, de vaches en modèle. D'accord. Mhm. Un autre domaine dans lequel ça marche très bien, où on a vu des progrès récents aussi, hein, donc puisqu'on parle seulement de la petite dizaine d'années. Un autre domaine, c'est la reconnaissance de la parole et la traduction automatique, par exemple. Alors ça Mhm. marche pas extrêmement bien parce que bon, on peut trouver des coquilles extraordinaires toujours aujourd'hui, Oui. mais ça marche beaucoup mieux que ce que ça marchait avant et surtout les systèmes ça les simplifie énormément. Il suffit entre guillemets de donner de la data, de donner de la donnée. Oui, tout à fait. Alors là, on vient de voir quelques exemples concrets et actuels du deep learning, mais il y a aussi des choses qu'on peut imaginer dans le futur et qui sont assez positives et enthousiasmantes. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples? Ouais, alors, bah, c'est une sorte de continuation de ce qu'on vient de dire. Alors évidemment, bah, moi je crois énormément à toute l'application du deep learning, machine learning, et puis des méthodes classiques aussi dans la médecine. Pourquoi dans la médecine en particulier? Parce que la médecine est un champ dans lequel il y a énormément de données. Et donc, comme il y a énormément de données, c'est effectivement quelque chose pour les statistiques qui est très très bien. Alors, un exemple simple, c'est par exemple la ADN. L'ADN, ben, c'est énormément de données, donc c'est des séquences extraordinaires, donc c'est statistiquement très intéressant. Et du coup, on va pouvoir certainement détecter des anomalies en fonction de toutes les datas qu'on va récupérer d'humains malades ou pas malades, etc. On va pouvoir créer des modèles pour savoir s'il y a des dégénérescences ou s'il y a Mhm. euh, des mutations qui vont s'appliquer à des humains et on va pouvoir le savoir avant qu'elles s'appliquent. Donc la médecine avec l'ADN et la médecine avec aussi l'imagerie médicale sont des domaines qui sont excessivement intéressants parce que ils sont remplis de données. Pour parler de l'imagerie médicale vite fait, là on vient de parler de la reconnaissance des chats ou du chien ou de la vache. La reconnaissance du cancer du sein, c'est tout aussi intéressant et on peut très bien comprendre que une machine, on peut lui donner des millions et des millions d'images de cancer du sein différents, bien labellisées ou pas par des médecins. Euh, et ça va être beaucoup plus que ce qu'un médecin, aussi bon soit-il, peut avoir vu dans sa carrière. Donc, ça va être des aides extraordinaires. Il faut être très clair, moi je dis toujours que c'est des aides parce que l'intelligence artificielle, ce n'est quand même qu'un outil. Parce qu'à la fin, c'est quand même nous humains, qui avons la responsabilité et qui avons la main sur ce que font ces systèmes-là. Et ça, on peut y revenir. Un autre domaine très intéressant et sur lequel il y a beaucoup de travail aujourd'hui, et les gens en parlent beaucoup, c'est le domaine de la voiture autonome en général ou du transport autonome qui va lui aussi permettre, enfin, qui est un générateur de données parce que les voitures qui roulent, elles peuvent engranger énormément de données et de données statistiques, et donc on va pouvoir imaginer que les voitures vont de plus en plus pouvoir réagir toutes seules dans des cas où nous humains peut-être on n'aurait pas eu la rapidité à réagir. Donc ces systèmes, c'est des systèmes de vision en gros, hein, que ce soit la vision par radar, le lidar ou caméra, mais ces systèmes de vision sont aussi de reconnaissance d'image ici en l'occurrence, mais qui vont être très très intéressants pour que ces voitures deviennent de plus en plus autonomes. Maintenant, encore une fois, avec mon petit caveat dont je parlais tout à l'heure, je ne pense pas personnellement que avec ces techniques actuelles statistiques, une voiture sera autonome à 100%
complètement autonome niveau 5, comme le disent les spécialistes. D'accord? Pour moi, une voiture sera meilleure que nous dans plein de domaines, mais elle ne sera pas aussi bonne que nous dans tous les domaines. Alors, est-ce qu'il y a des applications aussi, par exemple dans le marketing, qu'on peut attendre dans les années qui viennent? À partir du moment où on parle de données, hein, d'accord, donc il y a effectivement certainement dans le marketing, c'est pas un domaine que je connais particulièrement bien, mais c'est un domaine où je sais qu'il y a beaucoup de données sur quelles sont les habitudes des gens, les choses comme ça. Donc on peut certainement récupérer ces données-là pour faire de la prévision en fonction de ce que les gens d'un groupe similaire ont fait avant. On va pouvoir effectivement simuler ou prédire ce que les gens vont faire dans ce domaine particulier dont on parle là. Alors, peut-être pour conclure, est-ce qu'on peut attendre des évolutions spectaculaires sur le deep learning et dans combien de temps? Alors, ce qui est clair, c'est qu'aujourd'hui, on est quand même toujours au balbutiement, hein, parce que quand on parle d'une dizaine d'années pour cette discipline, on est quand même qu'au début. Et donc, du coup, on va trouver de plus en plus de champs d'application qui vont être des applications qui génèrent beaucoup de données, comme on a dit tout à l'heure, d'accord? Donc, oui, il va y avoir beaucoup de systèmes qui vont apparaître, mais ce avec quoi il faut être très précis et clair, c'est ce sur quoi il faut être très précis et clair, c'est que ces systèmes, ils vont être compartimentés. C'est-à-dire que on parle souvent d'intelligence artificielle généralisée. Ça va pas exister. C'est-à-dire que des systèmes qui utilisent ces méthodes statistiques dont je parle, qui se rapprocheraient de notre cerveau et de la diversité de notre cerveau, ça c'est impossible avec ces méthodes actuelles. Donc il ne faut pas dire que l'intelligence artificielle va nous remplacer. D'accord? Donc ça c'est très important à dire. Et c'était le but de mon bouquin, hein, d'expliquer ça. Et par contre, dans chacun de ces champs d'application, de ces domaines d'application possibles, il va y avoir des progrès. Encore, on a parlé de la médecine, du transport, et il va y avoir des progrès absolument fabuleux dans les années qui viennent, effectivement. Mais très bien, merci Luc Julia, et puis rendez-vous bientôt pour IA Paris 2019. Merci beaucoup.